Ok, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Patrick Maya. Patrick qui est agent immobilier et qui a une certaine histoire. Et on se retrouve donc avec Histoire d'entrepreneur. Il va pouvoir nous expliquer tout ça. Donc la première question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'en es arrivé là? Ok. Du coup, déjà tout d'abord, merci de m'avoir invité. Très sympa de ta part. C'est avec plaisir que du coup on va échanger sur tous les sujets que tu as abordés. Alors du coup, je suis agent immobilier. J'ai 29 ans, donc je suis agent immobilier sur la région parisienne. Donc agent immobilier depuis maintenant 2 ans et demi. Je suis plutôt mandataire immobilier, si on veut être vraiment exact sur les termes. Mais je suis affilié au réseau IAD. Donc j'ai commencé début 2021, juste après la première vague de confinement. J'étais ancien auditeur financier et commissaire aux comptes, du coup, un cabinet dans lequel j'ai passé 4 ans, presque 4 ans, donc au grade de senior auditeur. Et donc j'étais spécialisé pour notamment les promoteurs immobiliers qui étaient mon principal client. Et en parallèle, je faisais des investissements immobiliers et je gérais la société également familiale qui est liée au monde du bâtiment. Donc voilà, et puis ensuite j'ai fait le switch à 100% dans l'IMO. Voilà. D'accord. Et donc comment ça se fait que tu as fait cette reconversion? Alors pourquoi? Parce que je bossais énormément, je bossais plus d'une 80-90 heures par semaine. Je perdais en fait au fil des années, je perdais un peu le sens des choses que je faisais. Au niveau de la finance, je contrôlais des millions d'euros, parfois même des milliards, et on savait plus trop exactement ce que c'était et quoi on menait. Parfois on bossait sur des problématiques qui prenaient par exemple un mois pour qu'on arrive en réunion de synthèse avec les différents patrons des différentes banques ou promoteurs ou autres clients pour qu'on nous dise OK en 2 minutes alors que nous on vient de travailler un mois dessus. Donc voilà, et puis aussi et surtout ma passion pour l'immobilier, du fait que j'investissais à côté, du fait que le bâtiment est d'une certaine manière lié à l'immobilier. Et du coup, je me suis dit que un jour, je ferais le métier d'agent immobilier parce que lors de mes investissements, quand j'allais en visite, il n'y avait jamais un agent immobilier qui me transcendait et qui était ultra professionnel et complet dans tous les domaines. Et je me suis dit que j'avais peut-être une carte à jouer là-dessus, vu que je me connaissais en finance, en travaux et en achat immo. Donc voilà. Ok. Voilà. Mais alors du coup, ça veut dire que tu avais quand même un job important. Oui. Tu devais gagner plutôt bien ta vie. Oui, tout à fait. Et du jour au lendemain, tu as dit finish, je passe à autre chose. Exactement. Après, je pense qu'il y a aussi cette petite appétence entrepreneuriale, Ouais. le goût du risque, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Je pense qu'on est un peu tous formatés par, éventuellement, moi je parle pour mon cas éventuellement, mais par les parents qui se connaissent pas éventuellement, qui n'ont pas fait d'études, et qui veulent qu'on réussisse et qu'on fasse de grosses études. Ça a été mon cas, j'ai toujours été formaté dans cette chose-là. Voilà, une fois que c'était fait, c'était acquis et j'avais vraiment besoin de me reconnecter à quelque chose qui me ressemblait. Qui était peut-être un peu moins prestigieux, parce que forcément, quand on dit voilà, auditeur financier, commissaire aux comptes, ça vend tout de suite un peu du rêve. Mais par rapport à agent immobilier, mais voilà, aujourd'hui, je peux dire que je fais vraiment mon métier de passion et ça, c'est cool. Ok. Et une question qu'on se pose, c'est vrai que quand on décide de changer de job, souvent on a une image de ça y est, je pose ma dème, je claque la porte, je dis fuck à mon patron et basta. Et toi, tu l'as fait comment? Ok. Est-ce qu'on est dans la partie confidentielle ou pas? Je ne sais Ouais. pas. Du coup, alors non, je l'ai préparé. En fait, je l'ai joué, on va dire, stratégique. La personne avec qui je devais échanger sur ça travaillait d'une certaine manière dans ce cabinet-là parce que c'était historique par rapport à son père, etc. Il faisait la même profession d'expert comptable. Et donc je me suis dit, moi j'ai pour projet de reprendre la boîte familiale dans le bâtiment, de la développer, etc. Et donc je suis allé lui parler avec avec cette franchise, lui expliquer mon projet et lui dire que en fait, pour que je puisse partir correctement et sereinement, il fallait qu'il m'aide. Et le fait de m'aider, c'était entre guillemets de me donner éventuellement une rupture conventionnelle ou quoi. Et du coup de m'aider à ce projet-là parce qu'il a été exactement dans la même situation et c'est pas évident forcément de reprendre une société et de la développer quand tu recommences tout, on va dire, même s'il y a une base existante. Et du coup voilà, je suis allé le voir comme ça, stratégiquement, mais vraiment aussi de manière transparente. Je lui ai expliqué les choses et il a voulu m'aider. Après on s'est mis bien évidemment d'accord sur les délais, donc j'ai passé au moins 3-4 mois en plus au niveau de mon préavis et puis après je suis parti. Voilà. Donc on a Ok, fait les choses ça bien. marche. On a fait les choses bien. Voilà. Et Assez rapide. ça, c'est le petit conseil que je donne aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que quand on a une aventure entrepreneuriale, je pense qu'il faut quand même calculer son coût et pas partir comme ça parce Je que suis d'accord.
Voilà, quand on est entrepreneur, on investit des sous, on investit un temps dans lequel on ne va pas être forcément rémunéré tout de suite, on ne va pas avoir un retour sur l'investissement immédiat. Donc ça, pour moi, il faut le calculer et il faut mesurer cette prise de risque. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ce que je disais, parce qu'à chaque fois, on me pose la question, mais quand tu as quitté ton boulot, comment t'as fait? Est-ce que t'as claqué la porte? T'es parti, tu t'as pris toutes tes affaires dans l'escalier. Et en fait, non. Déjà, le monde est petit, donc vous avez possibilité de retrouver en plus les gens. Et ça sert à rien de se brouiller. On ne sait pas de quoi est fait demain, quoi. Exactement. Et puis on a toujours cette image un peu à l'américaine de partir, que c'est très simple, mais c'est pas si simple que ça. Donc calculez votre coût et. Ouais, je suis d'accord. Ok. Et du coup, tu as obtenu une rupture co? Ouais, obtenu une rupture co. On est tombé d'accord sur un délai. Et voilà, je suis parti, ça m'a franchement beaucoup aidé, ça m'a permis de vraiment prendre des bonnes décisions parce que je pense que le fait d'être en difficulté financière, si éventuellement, c'est ça qui peut t'amener éventuellement à prendre des décisions un peu trop rapidement et à faire les mauvais choix stratégiques pour ta société. Donc voilà. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Super, donc souvent quand on parle aussi d'entrepreneur, on parle de pourquoi. Ouais. Le fameux pourquoi. On l'entend partout. Est-ce que c'est un mythe ou pas? Moi, je pense pas. Je pense qu'on a tous un petit pourquoi qui nous porte un peu, qui nous tient surtout quand on est dans des périodes un peu de down. Ouais. C'est quoi ton pourquoi? Alors, vachement dans le perso là. Ouais. Mon pourquoi, c'est vachement lié à la famille. Parce que je viens d'une famille, voilà, mes parents immigraient en France dans les années 90, suite à mes grands-parents dans les années 60. Et du coup, ils ont beaucoup cravaché pendant leur vie, ils sont beaucoup sacrifiés et je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse les choses correctement et surtout de manière intelligente pour ne pas reproduire cette chose-là. Donc c'est passé par réussir ses études, c'est passé par du coup monter ses boîtes et du coup y arriver. Et je voulais surtout en fait dissocier le fait de travailler dur et gagner de l'argent par rapport à l'effort physique qu'on met. Voilà, parce que mes parents font des métiers manuels. Et du coup, forcément, si vous êtes dépendant de ça, forcément, le jour où vous arrêtez de travailler, vous ne gagnez plus d'argent. Et pour moi, travailler dur pour gagner de l'argent, c'est plutôt travailler intelligemment pour gagner de l'argent. Ouais. Voilà. Et si je peux du coup mettre on va dire, à mon sens, l'argent que je gagne pour que ça me permette de passer du temps, me libérer du temps, passer du temps avec mes amis, avec ma famille et profiter avec mes enfants, du coup. J'en reviens au fameux pourquoi. Ouais. Parce que forcément, ça vient un peu de là, du fait de, je pense, avoir manqué de temps avec mes parents et avec ma famille. Et ben, je pense que c'est ce qui me fait vibrer au quotidien, de me dire, voilà, il faut que je me lève et que je travaille pour ça, pour construire l'empire qui me fera avoir du temps. Et je pense une chose très importante, c'est aussi de rédiger votre vision. Parce que l'avoir dans votre tête, c'est pas la même chose que le poser sur le papier. Quand vous allez poser sur le papier, vous allez vraiment penser à tous les détails, comment vous voyez plus tard, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour y arriver. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une petite astuce que je donne pour vraiment, on va dire, se lancer là-dedans et être très clair dans sa vision. Voilà. Ok, attends, tu es en train de dire que du coup, tu as mis des post-it et tout dans ta chambre avec ton pourquoi? Bien sûr, ouais, carrément. Alors, dans ma chambre, j'ai mis aussi sur mon frigo, j'ai mis même des petites images qui, du coup, regroupent ce que je souhaite avoir un jour plus tard. C'est pas forcément matériel, aussi sur les moments à passer, etc. Par exemple, j'ai une île sur laquelle j'aimerais passer certains moments avec les amis, etc. Et j'ai aussi des maisons en bois qui font penser du coup à les missions humanitaires que j'ai déjà faites et que j'aimerais du coup faire davantage. Donc voilà. Ok, c'est cool, ça marche. Autre question, est-ce que tu as un mentor? Alors, mentor, idole, je sais pas s'il y a une grosse différence. En tout cas, Jeanne Diol, ça sera peut-être un peu cliché portugais. Ah, je pense que tu as compris du coup. Je la vois venir. Mais moi, il y a un sportif que j'adore énormément. Et au-delà du simple sportif qu'il est aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, qui est pour moi voilà, mon idole, dans le sens où j'ai grandi avec lui, j'ai grandi avec son succès. Et du coup, pour moi, c'est vraiment l'image même de la personne qui se donne les moyens pour y arriver. Pas d'excuses, discipline, rigueur, motivation, et il met vraiment tout ce qu'il faut en place pour pouvoir y arriver. C'est là où on apprend parfois les anecdotes de certains joueurs, c'est quand ils disent que voilà, on vient de gagner une Champions League, mais le gars, on arrive à 4h du matin et il va bosser. Et donc tu te dis, mais attends, Cristiano Ronaldo faire ça, pourquoi? Il a déjà tout. Et en fait, ça montre vraiment la personnalité qu'il faut avoir pour y arriver. Et franchement, c'est pas si simple. Même, il suffit de voir quand on se dit, par exemple, j'arrête de boire du coca ou j'arrête de fumer ou quoi, l'effort qu'il faut pour y arriver, c'est très difficile. Donc, pour arriver à ce niveau-là, voilà.
Ok, ça marche. Merci. Et puis au-delà du simple fait d'être sportif, c'est un vrai businessman et j'aime bien ces personnalités qui diversifient ce qu'ils font et l'intelligence du coup qu'il faut avoir pour le faire parce que c'est se faire accompagner des bonnes personnes et on peut dire qu'il réussit donc c'est que c'est efficace. Voilà. C'est vrai. Ok, merci bien. Alors, question, vision long terme ou court terme? Long terme. Ok. Long terme. Et pourquoi? Long terme. Je pense qu'il n'y a que sur le long terme où on peut mettre en fait, à court terme, alors on peut réussir à court terme, mais pour moi le plus difficile c'est vraiment de mettre des choses en place qui tiennent sur le long terme. Et le long terme, je pense que c'est bien plus bénéfique du coup que seulement viser à court terme. Alors je pense qu'il faut mettre à court terme des petites actions qui font qu'à long terme on y arrive. Ouais. Donc je pense qu'il faut planifier à court terme, moyen terme et à long terme. Mais pour moi, si un entrepreneur doit quoi qu'il arrive viser le long terme. Pour moi, j'ai jamais vu un entrepreneur viser le court terme. Donc voilà, c'est sur le long terme que je vois. Ouais, je suis ok. Voilà. Et je pense que, mine de rien, je pense que ça va aussi avec la personnalité. Visiblement, nous, on investit en immobilier. L'immobilier, c'est du long terme, sauf si tu fais un achat-revente rapide, voilà. Mais on va dire la grosse majorité des fois, c'est du long terme. Et par exemple, un trader, ça va être plutôt du court terme si voilà, il se positionne sur une position, hop, il la revend, etc. Rentable, Et c'est pas forcément plus rentable parce qu'il faudrait voir le nombre de traders qui réussissent. Je pense pas qu'on a cette image voilà, du loup de Wall Street, mais je pense pas que ça soit le cas pour tout le monde. Donc voilà, long terme. Ok, ça marche. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de l'entrepreneuriat au sens large, avec tous ses bons côtés et ses mauvais côtés. Est-ce que tu as des difficultés dans l'entrepreneuriat, des échecs, des choses qui sont arrivées, qui arrivent toujours, mais voilà, un peu de matière. Je pense que l'entrepreneur, c'est vraiment la personne qui solutionne les problèmes au quotidien. Je pense qu'il faut avoir une certaine force de caractère pour être entrepreneur. Gère des emmerdes au quotidien. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, pour moi, c'est limite quand on te dit qu'est-ce que tu fais, bah, je règle les problèmes. Et du coup, je pense que l'entrepreneur, ça va être la personne qui a une vision, on va dire, long terme, qui a une vision un peu sans limite. Parce que je pense que quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'aime pas être, on va dire, attaché ou limité à quelque chose. Je pense qu'on aime prendre des initiatives, avoir une certaine forme de liberté, mine de rien. Donc voilà, donc ça c'est les bons points. Après les mauvais points de l'entrepreneur, ça va être de se discipliner, de faire avancer les choses. Dans les mauvais moments, savoir avoir la positive attitude qui va faire qu'on se relève et qu'on avance. Et de faire aussi les bons choix quand on est sous pression et quand on manque de ressources ou financières ou humaines ou quoi. Voilà. Et ça peut être parfois compliqué, mais c'est ce qui fait aussi la magie de la chose et de se dire qu'on y arrive. Et ça c'est bluffant parce qu'il y a pas que ce côté, on va dire, limite financière, de se dire qu'on peut pas gagner autant qu'on veut lorsqu'on est salarié. Ça c'est clair. Mais il y a surtout pour moi le point de se dire j'y ai réussi, j'y arrive et je me fixe pas de limite. Et ça c'est le top. Ouais. Voilà. Et alors, est-ce que tu as du factuel? Tu factuelles un peu dans les échecs. Est-ce que tu as eu des échecs vraiment cuisants? Ouais. Il y a des fois où j'ai investi de l'argent sur des choses où je me rends compte que ça ne marche pas, où j'ai investi du temps sur des choses que ça ne marche pas. Par exemple, tu sais, chez IAD, on a la partie production, on a la partie de développement d'équipe, d'accord? Ouais. Et donc, parfois, ça m'est arrivé d'intégrer des personnes à mon équipe, de mettre tous les moyens possibles et imaginables en fait, à leur service pour pouvoir du coup, les aider à démarrer du coup, et à réussir. Et ça ne marche pas. Et pourquoi? C'est là où on doit évaluer en fait, est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est aussi la personne qui n'a pas mis du sien? Ce qui peut arriver, parce que je pense qu'il faut faire attention aussi à pas toujours se flageller et à se dire que c'est de notre faute. Il faut aussi analyser les… Oui, c'est vrai que quand tu es mandataire et surtout je pense chez IAD, étant donné que tu peux encadrer aussi de l'équipe, c'est vraiment comme un chef d'entreprise. Parce que tu vois, quand tu me dis ça, moi je le vois aussi avec mes salariés où je peux mettre du temps pour les former, pour être avec eux, les accompagner et au final, échec, soit par la concurrence, soit ça lui plaît pas, soit X, Y chose. Et tu te dis, bon Dieu, et c'est le propre d'un chef d'entreprise en fait, on se perd du temps pour ça et ça rend dingue. Et puis après, par exemple, j'ai deux exemples. J'ai par exemple, sur une prise de mandat, quand tu as énormément travaillé, tu as fait 3-4 rendez-vous avec un client et qu'il ne te le donne pas, ça fait mal parce que tu as pu passer peut-être 6-7 heures déjà de travail dessus. Ou par exemple, si je prends le parallèle sur la société de bâtiment, parfois on fait des devis, on va travailler sur des devis à 200-300 000 euros. Tu vas dire, cool, je vais y arriver et en fait, tu ne l'as pas. Ça, c'est aussi beaucoup, je trouve, pour les gens dans le bâtiment.
Et ça doit être dur, mais c'est vrai que dans un bâtiment comme autre chose, mais le bâtiment, c'est que tu vas sur place, tu les fais travailler, tu pompes toutes les idées qu'ils ont dans la tête. Vous faites ça, vous faites une mezzanine, vous reliez et tout. Et au final, finish, et je fais les travaux par mon petit artisan du coin, l'entrepreneur qui me prendra moins cher, ou j'en fais une partie moi-même. Et tu te fais pomper ta matière grise, quoi. Exactement, donc c'est ça qui est difficile entre jauger du temps que tu mets, des efforts que tu mets et vraiment le ratio, le retour sur investissement que tu peux éventuellement ou pas avoir. Et ça, je pense que c'est vraiment la problématique de l'entrepreneur. C'est de savoir où aller pour être sûr de réussir. On n'est jamais sûr de réussir, mais c'est aussi ce qui nous fait vibrer au quotidien, je pense. On est d'accord, le goût du risque. Ok, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Non. J'ai été catégorique là. Ouais, c'est vrai. Non, je pense qu'il y a vraiment certains types de personnalités qui peuvent l'être. Les personnalités qui sont vraiment très motivées, qui ont vraiment un pourquoi très fort et surtout qui aiment le risque et qui aiment du coup être tout le temps en quête de renouveau, en quête d'innovation, en quête de réussite. Parce que mine de rien, il faut se dire la vérité, c'est que quand on est en quête de réussite, c'est aussi très fatigant. Et ça, on le voit pas. On voit toujours les bons côtés sur Instagram, etc. Mais on voit pas forcément les heures de travail qu'il y a derrière. L'iceberg. Voilà, le fameux iceberg qui casse énormément de choses. Ouais, tout à fait. Bon, et maintenant, j'aimerais parler un peu d'investissement IMO. Ok. Parce que là, on a la partie entrepreneuriat. Je sais que tu es investisseur. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quoi tu as investi avant, dans quoi tu as investi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as aujourd'hui et nous donner un peu de chiffres? Ok, d'accord. Alors, du coup, j'avais commencé à investir, j'ai fait un premier AR lorsque j'ai commencé à avoir mes premiers salaires. Donc, 2016, j'ai commencé, 2017. Donc, un aller-retour, un petit studio. Donc, voilà, donc, quelque chose de très simple. Un peu un aller-retour. Ah, d'accord, ok, un aller-retour, ok. Donc, un achat-revente, mais pas à titre de marchand. C'était un titre de résidence principale, d'accord. Pour être tout à fait honnête, c'était pas forcément quelque chose de fait exprès. Au début, c'était juste, voilà, je viens de gagner mes premiers salaires, je vais investir dans la pierre parce que c'est bien d'investir dans la pierre, vu qu'on voit partout à la télé. Et en fait, travaux, rénovation, revente, à peu près 20 € de marge. Voilà. Ok, super. Donc voilà, mais ça c'était à titre de résidence principale. Ouais. Donc là déjà, tu te dis, ah, c'est plutôt lucratif. Exactement. Et quand on les reçoit, ces premiers 20 €, on se dit, ah, c'est pas mal. Alors, ça paraît pas énormément, mais c'est pas mal. Ouais. Voilà, mais c'est sur un achat à peu près à 100K, 100K, travaux de rénovation et ensuite revente. Voilà. Ok, d'accord. Et puis en plus, je suppose que, étant donné que tu es un peu dans les travaux. Exactement, tout à fait. C'est ça, exactement. Donc, forcément, j'ai cette facilité mais à optimiser les coûts, etc. Mais voilà, c'est à peu près 100K €. Ensuite, travaux de rénovation et ensuite revente à 140, donc voilà. Ok, super, c'était où? C'était dans le 92. D'accord, Ouais. ok, ça marche. Je préfère cacher les villes. Et après? Alors ensuite, du coup, en parallèle avec du coup, la famille, certaines billes placées sur des box, etc., sur des lots. Ensuite, construction d'une maison au Portugal, donc maison familiale. Donc voilà, donc très gros projet. Maison à peu près de 300 mètres carrés, donc voilà. Donc là, on est dans la promotion. Ouais, exactement. Donc beaucoup de suivi. Alors on l'a gardé, on ne l'a pas revendu, d'accord. Mon idée était de la mettre initialement en location, mais voilà. C'est vrai que voilà, un des pièges, par exemple, c'est que lorsqu'on met de l'émotionnel et lorsqu'on commence à faire le projet, on adore, on s'y prend en jeu, on met des beaux matériaux, etc. Et au final, on se dit, ah, je viens de mettre un carrelage à 150 € du mètre carré au sol, est-ce que vraiment je vais mettre des personnes qui vont tout saccager? Voilà. C'est surtout le piège avec la famille, ça. Exactement, tout à fait. Et les plans surtout ont changé parce que de base, voilà, ça devait être éventuellement de la location, etc. Quelque chose de familial, mais éventuellement optimisé avec de la location. Et au final, bah non. Donc c'est du patrimonial parce que c'est là et ça, on a une belle plus-value latente. Je sais pas, on parle à peu près de 40-50K. Ok. Donc, voilà, à l'heure actuelle en plus. Ouais, à l'heure actuelle, exactement, tout à fait. Donc ça, c'est très sympa. Mais voilà, ça c'est le deuxième petit piège. Voilà, c'est le premier, c'est que j'avais pas forcément fait exprès. Le deuxième, c'est que on se prend en jeu, du coup on met beaucoup d'émotionnel dedans. Et par contre, le troisième, j'ai pas fait la même chose. Et là, le troisième, c'était en 2019. Début 2019, où j'ai acheté ma résidence principale. Là, beaucoup plus calculateur, beaucoup plus stratégique. Je suivais beaucoup les annonces sur Internet et j'ai vu en fait qu'il y avait une annonce qui baissait successivement, du coup, donc toujours dans le 92. Et du coup, je voyais que les prix baissaient souvent. Et donc, la personne, en fait, j'ai appelé l'agent immobilier pour savoir pourquoi les prix baissaient d'autant. Et il me disait que la personne en fait, avait acheté à l'étranger et qu'elle devait absolument vendre. Donc là, bingo. Voilà, j'ai fait une offre très agressive. Et aujourd'hui, je peux revendre à peu près à 270 000 € alors que j'ai acheté 215 000 €.
Ok. T'étais déjà... Non, t'étais pas encore agent immobilier du coup. Non, j'étais pas encore agent immobilier, j'étais encore en finance. Ok. C'est 1 an avant de quitter mon métier d'auditeur financier, ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc là, t'as une plus-value latente de combien? J'ai après 55K. Ok, grosso modo. c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais, c'est une belle opération. Alors tu vois, à chaque fois dans des secteurs patrimoniaux, donc voilà, on parle toujours du même secteur. Mais voilà, moi c'est ma manière de voir les choses. Certains sont plus cash flow, d'autres plus patrimonial. Voilà, donc moi j'aime bien acheter du patrimonial, mais bien acheté. Voilà. Oui. D'où le fait d'avoir acheté mon dernier investissement, donc dont tu es très au courant. Donc voilà. Et donc ça c'est proche place de la République, donc à Paris, et grosso modo 4500 € du mètre carré, un studio de 16 mètres carrés. Ok, alors tu vas nous détailler un peu cet appartement-là. Du coup, sur cette opération-là, donc une collègue qui m'appelle, qui me met en relation du coup avec ses contacts. Elle n'avait pas forcément plus d'appétence que ça pour l'immobilier, donc enfin pour les achats immobiliers, l'investissement. Et en fait, cet appartement-là se trouve au 4e étage, mais surtout sans WC. Donc c'est un appartement sans toilette. Ça déjà, ça ferait peur à beaucoup de gens. Beaucoup de monde, exactement, Ouais. tout à fait. Donc il fallait le voir, il fallait étudier les possibilités pour se relier du coup aux colonnes d'évacuation des eaux communes. Et en fait, donc j'y suis allé avec mon père, donc artisan, et avec un autre artisan. Et en fait, on a analysé les différentes possibilités. On y est resté bien 2 heures pour 16 mètres carrés, donc c'est énorme. Donc, L'heure au mètre carré, c'est chaud. c'est ça, exactement. C'est vraiment un carré, un 16 mètres carrés, 4 par 4. On peut plus faire plus simple, quoi. Donc voilà. Et en fait, on est descendu au 3e étage. Et c'est là où on voit que bingo, la canalisation des eaux usées passait juste en dessous de mon appartement et par les parties communes. Donc on avait juste à faire un trou au niveau du plancher et se brancher en diagonale à la colonne des eaux usées commune. Donc c'était très simple. Ouais. Donc, Ça paraît très simple, techniquement c'est ça. parlant. Oui, exactement. Où on se dit, C'est je ça. prends un trou, paf, et c'est bon, j'ai ma Tout à colonne, fait. c'est parti. Tout à fait. À vrai dire, administrativement, il y a quand même quelques complications. Il y a quelques challenges dans le sens où, du coup, validation par l'archi de copro, validation en AG, donc il y a un coût, à peu près, donc les plans de l'architecte. Il y a aussi le fait de payer l'AG, donc à peu près entre 500 et 1000 €. Là, en l'occurrence, c'était 800 et quelques euros. Donc voilà. Donc un coût total à peu près de 1500 €, mais qui rapporte. Alors là, tu as 1500 € donc, pour l'AG avec l'archi. C'est ça, grosso modo. Oui. Ok, ça marche. Tout à fait. Et donc l'AG, c'est juste faire une AGE, donc Assemblée Générale C'est ça. Exceptionnelle, pour faire voter le fait que tu puisses te raccorder. Exactement. Ils convoquent ou non. Après, ils envoient et après, on essaie d'avoir du coup les acceptations de tout le Il y a monde. des gens qui ont voté contre ou pas? De mémoire, non. Il y en a qui se sont abstenus. Mais c'est là où il faut être Ok. un peu stratégique, c'est-à-dire qu'il faut aller présenter son projet du coup aux différentes personnes pour leur faire comprendre ce que c'est, au lieu qu'ils reçoivent directement un courrier, voilà, une assemblée générale exceptionnelle est en place pour la création de WC. Bah, faut être sûr que la première personne, soit elle va le jeter, comme c'est sûrement arrivé pour plein de personnes, soit en fait elle va voter non. Donc c'est dommage. Autant aller en parler à plusieurs personnes et essayer d'obtenir les. Carrément. Moi, je vous dis toujours, les voisins, c'est trop important. Exactement. Donc, que ça soit le champagne, les petits chocolats, tout ce qu'il faut. Exactement. Franchement, mettez toutes les chances de votre côté parce que vu la perf derrière, Ouais, tout à fait, tout à fait. vaut mieux le faire. C'est ça. Ok, donc là, c'est voté en AG. Tout à fait. Tu signes l'appart que tu as acheté Exact. combien, t'as dit? Donc 70 000 €. 70 000 €. On est à 16 mètres carrés, ouais. Paris, C'est ça. vers République, un truc C'est ça, comme exactement, 200 Ok. mètres de République, 70 000 €, les frais de notaire, etc. Avec l'AG, etc., on revient à peu près à 80 000 €, 30 000 € de travaux, 30 d'accord? 000 € de travaux. Parce Full qu'on est- package? Full package, parce qu'on est en G, et du coup, pour faire en sorte qu'on monte en D, il fallait avoir certains Oui. équipements, notamment l'isolation, très performante et aussi très chère du coup, et ce qui explique notamment du coup le coût des travaux. Donc dans les 30 000, c'est coût des travaux plus l'ameublement, pardon. Ok. Voilà, et donc ce qui fait qu'on arrive à peu près à 110 000 € et on. T'as combien d'ameublement à peu près? Alors, le thème, ça peut être un peu surprenant, mais le thème, c'est du coup une chambre d'hôtel de luxe, d'accord? Donc, c'est des matériaux premium avec les meubles qui vont bien avec, etc., le carrelage qui va bien avec. Donc, on est à peu près à 5-6 000 €. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, c'est Alors que moi, pas j'ai mal. déjà mis 6 000 € de meubles dans une coloc de 70 mètres carrés Voilà, donc. pour 3 personnes. Ouais, exactement. Et alors, le petit piège, Ah, c'est c'est que Ok. faites très attention, si je peux me permettre de donner une petite Ouais, bien astuce sûr. très spécifique à ce type d'appartement, c'est que qui dit petite surface dit petit meuble, et qui dit petit meuble va dire sur mesure, et il va dire du coup parfois très cher. Et moi en l'occurrence j'ai le problème pour le canapé, alors qu'il n'est pas un sur mesure, c'est un canapé convertible en lit,
Mais du coup, très long au niveau des délais. On est à peu près sur du 5 à 8 semaines et on est sur des prix de 700 euros pour le moins cher à 1300 euros pour le plus cher. Ouais, c'est excessivement cher. C'est très très cher. Et Voilà. c'est vrai que, oui, pas en off, mais on en a beaucoup parlé de ces Exactement, canapés. tout à fait. Je sais pas, peut-être 3 heures de discussion pour un canapé qui n'est même pas un canapé. C'est un fauteuil, ok, ou c'est un morceau de canapé. Et quand vous voyez que le morceau de canapé coûte plus cher que mon canapé panoramique, je trouve ça dingue. Mais c'est véridique que le canapé que je mets dans cet appartement-là est plus cher que le canapé que j'ai chez moi, alors qu'il fait 4 fois la taille. Voilà. C'est fou. Voilà. C'est fou. C'est particulier, c'est des petites surfaces, donc faites très attention à ça, de ne pas partir sur du sur-mesure et à voir là où vous pouvez standardiser les coûts. C'est là où vous allez énormément économiser d'argent. Voilà. Super. Bon, alors merci pour ça. Et du coup, là, la plus-value sur ce bien? 16 mètres carrés, on va être conservateur, 10 000 euros du mètre carré, donc entre 110 et 160, le calcul est vite fait, 50 000 euros de plus-value. Ok. Simple et efficace. Simple. Ok. Et là, donc, le plan, c'est de le revendre direct ou pas? Alors non, comme j'ai réussi à avoir du coup un différé, l'idée c'est de le garder, de le mettre en location. J'ai déjà trouvé le différé de combien de locataire. temps? J'ai un différé alors de 2 ans, Ok. plus un préfinancement, donc le préfinancement plus le différé, du coup on est sur un total de 5 ans. Elle est violente, celle-là. Ça fait 3 plus 2, Ah, ça fait ok. 5. Donc, En plus, c'est bien parce qu'il nous dit ça juste comme ça. J'ai un différé de 5 ans. Un tout léger. Ok. D'accord. Donc voilà. Donc pendant 5 ans, tu l'exploites et après. Oui, je pense que c'est le plan, tout à fait. Ouais, Oui, c'est exactement. très rentable. Après, voilà, si par exemple demain tu me dis on a un projet, il faut mettre tant de billes dedans, qui est extrêmement rentable et sur lequel on part sur par exemple des 500-600 000 euros d'investissement, forcément, si j'arrive à récupérer 50 000 euros tout de suite, est-ce qu'on ne va pas se poser la question de l'arbitrage? Là, il est en train de me closer pour partir sur un autre projet. donc voilà, je pense que ça peut faire son sens. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ok, ça marche. Et bah écoute, merci pour ça. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Ouais. Donc merci Patrick et puis à la prochaine. Avec grand plaisir. À la prochaine. À bientôt.